La séance est ouverte. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous avons appris avec effroi et révolte le meurtre de Liana. Nos pensées vont d'abord à ses parents et à ses proches. Cette émotion, la France entière la partage. J'ai écrit au maire de Fleurance pour lui dire que je comprends sa colère dans la dignité et que je suis conscient du travail que nous aurons à mener afin que de tels faits ne se reproduisent pas. Une lumière atroce est ainsi jetée sur la violence qui s'exerce aujourd'hui un peu partout et particulièrement contre les enfants. Pourtant, ces violences sont récurrentes. La prise de conscience de leur réalité se heurte à la difficulté concrète pour l'État d'agir pour protéger. Or, protéger les plus faibles et ceux qui sont stigmatisés est notre mission à nous, décideurs publics, qui croyons en la République. Protéger les violences contre les femmes, contre les enfants. Des violences en raison de l'appartenance réelle ou supposée à une religion. Des violences en raison de l'orientation sexuelle. Tous les manquements doivent être sanctionnés et tous les enseignements doivent être tirés de ce crime. Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, monsieur le ministre de l'Intérieur, vous avez répondu hier aux questions de notre commission des lois. Nous ne pouvons pas faire face à ce drame par la précipitation. Il faut prendre le temps de déterminer ce que Pierre Vidal-Naquet appelait l'enchaînement tragique des causes et des effets. Il faut déterminer le rôle des hommes et des femmes et celui des structures. Nul ne peut se dérober à ses responsabilités. Monsieur le garde des Sceaux, vous avez rappelé qu'il vous appartient de définir la politique pénale. C'est un principe fondamental de l'organisation de l'autorité judiciaire. Vous avez annoncé que vous communiquerez au Parlement l'état d'avancement des actes d'enquête dans les 70 000 plaintes impliquant des enfants. Ce chiffre fait frémir. La présidente Muriel Jourda a indiqué que la commission des lois se livrerait à leur analyse pour déterminer le caractère systémique des dysfonctionnements. Le Sénat mettra en œuvre les moyens de contrôle nécessaires pour permettre ce diagnostic, y compris les prérogatives de commission d'enquête. Nous en tirerons toutes les conséquences. Nous confions aux magistrats de notre pays la charge grave de déterminer la vérité, la sanction adéquate, juger pour réparer et protéger. Et il y a le rôle central des services d'enquête de la police et de la gendarmerie, qui sont en première ligne face à l'horreur. Il faut donc faire toute la lumière sur ce qui s'est passé et établir les responsabilités. Il y a les victimes qu'il faut écouter, accompagner, protéger, et dont il faut honorer la mémoire. Au nom du Sénat tout entier, je souhaite assurer les parents de Liana, assurer ses proches ainsi que toutes les victimes de violences de notre profonde compassion. Je vous invite à observer un moment de recueillement. Notre ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. La séance est retransmise en direct sur Public Sénat, sur notre site internet. Chacun d'entre vous sera attentif au cours de nos échanges à respecter à la fois les uns et les autres, surtout dans ce moment, et aussi celui du temps de parole. Je vais donner la parole à Madame la Présidente, Cécile Cukierman, pour le groupe communiste, républicain, citoyen, écologiste, Kanaki. Vous avez la parole, Madame la Présidente. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, je veux d'abord apporter notre soutien à la famille de Liana face à ce meurtre abject. Je veux saluer la hauteur des propos tenus par les élus locaux du Gers, dont beaucoup devraient s'inspirer. L'horreur, la compassion ne peuvent nous faire taire la réalité.
Votre garde des Sceaux a annoncé pouvoir traiter en un mois 70 000 dossiers restés en attente. Est-ce bien raisonnable? Au-delà de ces dossiers, ce sont des milliers d'enfants victimes de violences qui ne sont pas entendus. Notre devoir est de faire en sorte qu'ils le soient, que les violences qu'ils subissent soient stoppées par les adultes que nous sommes. L'inspection générale devra faire toute la lumière sur les dysfonctionnements s'il y en a eu. Mais elle ne saurait suffire. N'en déplaise au président de la République qui a déclaré qu'on ne me parle pas de moyens. Rendre justice est aussi une question de moyens. Il y a urgence à débloquer les moyens pour les enquêteurs, les magistrats, mais aussi pour l'éducation nationale, la psychiatrie. Il y a urgence à mettre en œuvre les recommandations de la Civis. Face aux besoins de justice qui s'expriment partout dans notre pays, l'heure n'est pas à fragiliser davantage l'institution judiciaire, mais la défendre, c'est lui donner les moyens d'agir. Des milliers de personnes se sont rassemblées depuis lundi devant les tribunaux pour dire une chose simple. Nous voulons briser la loi du silence et construire une société qui protège réellement les enfants. Ces rassemblements ont eu lieu partout en France, y compris place Vendôme, là où, dans l'incompréhension générale, le rassemblement de lundi soir fut interdit. Monsieur le Premier ministre, quand les moyens attendus seront-ils débloqués et quand les enfants de notre pays seront-ils réellement protégés? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, Madame la Présidente Cukierman. À mon tour, avec la même pudeur, je veux redire l'émotion du gouvernement à titre personnel et évidemment au nom de l'institution, de l'exécutif que je représente ici devant vous, et qu'il me soit permis de saluer la gravité de votre ton qui permet à chacun de mesurer l'implication ici même, comme le Président du Sénat l'a fait en introduction, de ce qu'il convient de faire et l'approche collective qui doit être la nôtre, là où nous nous trouvons. Première chose, je pense qu'il faut aller vite sur la transparence. Vous avez fait référence à l'enquête, le Président du Sénat l'a fait aussi. Les inspecteurs généraux, Éducation nationale, Justice et Intérieur, vont nous rendre les conclusions en fin de semaine prochaine. Je veux quand même qu'on respecte ce temps de l'enquête. Et vous l'avez dit d'ailleurs, Monsieur le Président du Sénat, en disant ne pas se précipiter. Je crois que dans une démocratie qui fonctionne bien, c'est l'analyse des faits qui permettent ensuite, quelle que soit l'émotion, et Dieu sait qu'elle est importante, d'agir en droit. Il n'en demeure pas moins, et nous sommes dans une séance de questions au gouvernement, donc de contrôle du Parlement sur l'exécutif, que les premières remontées, non pas de la mission d'enquête, mais de la hiérarchie, gendarmerie, la chaîne évidemment des parquets, laissent à démontrer des dysfonctionnements qui n'ont rien à voir avec un problème de moyens, ça sera à confirmer. Ce qui ne veut pas dire, Madame la Présidente, qu'il n'y a pas un sujet de moyens pour l'institution judiciaire. Et merci de la manière dont vous avez posé la question, parce qu'il y a le drame que nous connaissons et il y a la question structurelle, j'ai qualifié ça de fait de société, de la violence faite aux enfants. Et je pense qu'il va nous falloir être précis. Deuxième chose, oui, les moyens doivent augmenter. J'appartiens au gouvernement depuis 2017, 4 milliards d'euros, quelque chose comme 12 milliards d'euros aujourd'hui. Je pense que collectivement, on a tous accompagné cela. Est-ce qu'il faut continuer à le faire? J'en suis persuadé. C'est aussi une leçon pour l'ensemble de la classe politique que nous représentons ici, puisque c'est du rattrapage et que malheureusement les ministères régaliens, vous le savez, pendant 20 ou 30 ans, ont largement été mis à contribution, armée, intérieure, justice, affaires étrangères, et que les efforts budgétaires importants que nous accomplissons ne sont qu'un rattrapage. Et en plus, mais le ministre y reviendra, pour la justice, je pense qu'il y a une révolution numérique qui est attendue. Il prendra le temps nécessaire aussi pour faire en sorte que cet argent public que nous injectons soit le mieux, utilisé. Ensuite, peut-être revenir sur un point important de votre question, sur les 70 000 plaintes et leur examen. Vous avez dit que ces 70 000 plaintes soient traitées. Est-ce possible? Est-ce raisonnable? L'engagement des procureurs généraux et du garde des Sceaux, c'est pas traité, c'est criblé. Et c'est bien là où on le fait en urgence, parce que c'est précisément ce que ce criblage aurait peut-être pu permettre d'éviter dans le drame de Liana. Criblage
entre les enquêteurs, soit des policiers, officiers de police judiciaire, soit des gendarmes, officiers de police judiciaire, les directeurs d'enquête et évidemment les parquets. Les procureurs généraux se sont engagés, je crois pouvoir dire devant le garde des Sceaux que c'est aussi une proposition d'ailleurs qu'ils ont faite lors de la réunion de lundi matin en disant « nous savons le faire ». Si je suis honnête, des consultations formelles ou informelles que je peux avoir avec les ministres, la réalité c'est que vous n'avez pas un commandant de brigade de gendarmerie, un commandant de compagnie, ou un commissariat de police, un commissaire, ou un chef de circonscription de sécurité publique qui de lui-même, depuis vendredi dernier, n'a pas fait ce travail-là. Rendons aussi hommage à celles et ceux qui, évidemment, accomplissent parfois dans des conditions difficiles ces missions. Ensuite, fait de société, c'est là où, évidemment, nous devons continuer d'avancer, de travailler. J'ai déjà annoncé des premières mesures. Vous le savez, un projet de loi de protection des mineurs était déjà en route, déjà adopté par le Conseil des ministres. Il fait malheureusement référence à d'autres problèmes sur l'aide sociale à l'enfance, sur l'honorabilité de celles et ceux à qui on confie les enfants. Donc ce texte-là, évidemment, est déjà lancé. Et je crois déjà malheureusement comprendre de ce qui s'est passé que la lettre rectificative que nous allons faire en Conseil des ministres sous 15 jours permettra déjà d'injecter des premières réponses. Une première réunion interministérielle au niveau de nos cabinets auront lieu ce soir et vont permettre de balayer l'ensemble des mesures. J'essaierai de faire en sorte, Madame la Présidente, qu'on arrive à construire très en amont le compromis nécessaire parce que la République, la nation, a besoin que nous fassions cela avec émotion, le cœur est chaud, mais avec du sang-froid, parce que nous statuons en droit. Merci. La parole est à notre collègue Alain Dufour pour le groupe de l'Union centriste. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame, Messieurs, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de la Justice. En tant que sénateur du Gers, le crime odieux dont la petite Liana a été victime m'a profondément touché. Je tiens à dire la vive émotion que ce drame a provoqué dans mon département. Mes pensées vont à ses parents et à ses proches. Plus jamais ça. Comment éviter que cela se reproduise? Comment éviter qu'un individu identifié et accusé de viol sur une fillette de 10 ans n'ait pas été placé en garde à vue? Monsieur le ministre, pour qualifier les causes de ce drame, vous avez parlé de défaillance grave. Ce constat, chacun peut malheureusement le partager. Mais de quelle défaillance parle-t-on? S'agit-il d'une défaillance structurelle ou humaine? Est-ce que le système policier et judiciaire doit être réformé? Lors de votre audition devant la commission des lois, vous avez clairement répondu à cette question fondamentale. Vous avez dit, je vous cite, « Il ne manque pas dans une nouvelle loi, il ne manque pas de moyens, il ne manque pas de numérique. » Toujours en reprenant vos mots, ce qui a manqué, c'est la priorisation des plaintes pour viol. Traduction, pour vous, la défaillance est donc essentiellement humaine. Qu'allez-vous décider maintenant? Pour vous répondre, la parole est au garde des Sceaux, ministre de la Justice, M. Gérald Darmanin. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur. Pour vous-même, pour l'ensemble du département du Gers, évidemment, je peux, comme a fait le Monsieur le Premier ministre, que partager l'émotion. Et au-delà de cette émotion, le grand sens de responsabilité qui doit être collectivement le nôtre. C'est pour cela qu'avec Monsieur le ministre de l'Intérieur et Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, nous avons diligenté une enquête d'inspection qui, maintenant, sous 10 jours, rendra pour le 19 juin son rapport et nous en tirerons des conclusions pour les responsabilités individuelles et, s'il le faut, en ce qui me concerne, et j'en suis sûr comme mes collègues, des sanctions, si cela devait être le cas. Dans l'affaire très précise de Liana, selon les remontées des procureurs généraux qui sont, selon la Constitution et la loi organique, sous mon autorité et qui me remontent des fiches d'action publique, c'est-à-dire le compte-rendu de ces enquêtes, j'ai pu constater que, en effet, notamment la plainte d'août 2025, qui est celle qui touche déjà une autre petite fille, alors que les gendarmes de la brigade avaient pris cette plainte, alors que cette petite fille avait été auditionnée longuement dans un établissement spécialisé que nous avons mis en place au ministère de l'Intérieur voilà quelques années, alors que la médecine légale avait constaté les faits de viol, alors qu'un expert avait été dépêché par le tribunal de Toulouse pour constater que la parole de cette petite fille était crédible, alors que les antécédents judiciaires de 2 plaintes classées pour viol étaient dans les fichiers TAGE du ministère de l'Intérieur et Cassiopée du ministère de la Justice, alors que les circulaires nombreuses du garde des Sceaux, d'Éric Dupond-Moretti ou de moi-même
encore une, voilà 3 semaines, qui demandait la priorisation absolue des plaintes sur les crimes qui touchent les enfants. Il est en effet incompréhensible, monsieur le sénateur, que 9 mois après, la maman soit réentendue, que les actes d'enquête fût faits sans jamais que le mis en cause n'ait été entendu, mis en garde à vue, ses outils numériques perquisitionnés et regarder surtout comment se comportait-il avec des enfants, ses propres enfants et son entourage familial, professionnel, puisqu'il travaillait dans un cadre d'éducation nationale. On en tirera donc toutes les conclusions et je ne crois pas que ce soit le cas partout en France. Mais comme l'a dit monsieur le Premier ministre, nous allons avec les procureurs généraux tous les jours de cet été regarder l'intégralité de ces plaintes pour qu'il n'y ait plus d'affaire Liana. Monsieur le ministre, j'entends votre réponse. Néanmoins, à votre arrivée au ministère, vous êtes engagé à réserver une priorité à la protection des mineurs. Aujourd'hui, il reste 70 000 plaintes en instance que vous souhaitez faire instruire définitivement par les procureurs pour le 14 juillet prochain. Comment un tel argument pourrait-il calmer la colère et l'incompréhension des Français? Moi, je pense qu'en définitive, c'est tout notre système qui doit être repensé. Merci. La parole est à notre collègue Mélanie Vogel pour le groupe Écologie, Solidarité et Territoires. Merci, Monsieur le Président. On dit souvent qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Mais la vérité, c'est qu'il faut aussi tout un village pour violer un enfant. Il faut tout un village pour tuer sa femme et il faut tout un village pour battre à mort un jeune homme, Noam, parce qu'il est gay, en pleine rue, le jour où s'ouvre le mois des fiertés en France. Ces violences ne sont pas individuelles, elles ne sont pas étrangères les unes aux autres et elles ne sont pas des accidents. Ce sont des violences de genre dirigées contre les enfants, contre les femmes, contre les personnes LGBT, qui ont en commun ceux qui les commettent, les hommes. Le viol est un problème d'hommes, le meurtre est un problème d'hommes, la violence est un problème d'hommes. Nous avons un problème avec les hommes. Pas tous les hommes, mais tous des hommes. Et tant qu'on parlera principalement de la procureure Doche, de responsabilité individuelle, tant que, je cite, on ne voudra pas entendre d'arguments sur les moyens, alors que la France a 4 fois moins de procureurs que la moyenne européenne, qu'à moyen constant, il est impossible de bien traiter les plaintes, tant qu'on sous-investira dans la prévention et dans l'éducation, tant qu'on ignorera ce rapport de 2022, issu des services de l'État qui étrille notre gestion judiciaire des enquêtes sur les violences faites aux enfants, tant qu'on votera des lois sans moyens, tant qu'on entendra des propositions absurdes comme la castration chimique qui trahissent un complet et total mépris du sujet, tant que 75% des recommandations de la Ciivise, 80% des mesures du plan national contre les LGTBI-phobies, tant que le gouvernement niera que c'est une révolution culturelle qu'il faut engager, on ne sortira pas du système des violences masculines. Et c'est plus possible, parce que le meurtre de Liana, il n'a, dans notre histoire hélas, rien d'exceptionnel ni de nouveau, mais la réaction de la société, elle, en revanche, si. Nous sommes aujourd'hui des millions à ne plus accepter de vivre dans une société où la norme est que les hommes violent, battent et tuent. Quand est-ce que vous allez le comprendre? Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Mélanie Vogel, vos propos font réagir cet hémicycle. Je crois que c'est toute la société qui doit réussir à réagir face aux violences qui sont adressées à nos enfants, face aux violences qui sont adressées aux femmes. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre société le démontre. Les Françaises et les Français, les femmes et les hommes sont dans la rue pour réclamer justice pour ces enfants et pour se dresser face aux violences qui, aujourd'hui, continuent à les accabler. Et nous avons besoin que les femmes et les hommes s'y engagent parce que nous avons besoin de toute la société en capacité de se mobiliser, de se dresser face aux violences faites aux femmes, face aux violences faites aux enfants. Et là où vous avez raison, et je connais votre engagement sincère dans ce combat et même dans ces combats, c'est que nous avons besoin d'une révolution culturelle.
souvent, vous et bien d'autres dans cet hémicycle et ailleurs se sont parfois sentis seuls à crier sur la question des violences faites aux enfants, sur la question des violences faites aux femmes. Aujourd'hui, c'est toute la société qui crie, et tant mieux. J'espère qu'elle continuera à garder en elle cette colère qui est saine et qui est absolument nécessaire. Et notre responsabilité, nous, n'est pas au gouvernement de crier, notre responsabilité, c'est d'agir évidemment en continuant sur les moyens comme nous l'avons fait, et nous devons continuer, le Premier ministre lui-même l'a dit, d'agir dans la loi. Nous avons, dès le projet de loi sur la protection de l'enfance, la capacité à faire plus, à faire mieux et à faire vite. Et c'est exactement le chemin que nous allons emprunter. Et je pense et j'espère que nous pourrons le faire ensemble. Je vous remercie. La parole est au président Mathieu Darnaud pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, nous avons choisi la démocratie et la République. Par ces mots empruntés au général de Gaulle, je veux rappeler ici le fondement de notre pacte républicain. Un pacte républicain qui peut se résumer en une phrase. Les Français payent l'impôt à l'État qui, en retour, veille sur leur protection et leur sécurité. Malheureusement, ce pacte républicain se fissure jour après jour au gré d'une actualité qui voit l'augmentation de toutes les formes de violence et l'affaiblissement de l'autorité de l'État. Le meurtre de la petite Liana, qui nous a tous saisis d'effroi, nous rappelle cette réalité avec brutalité. Je veux à mon tour avoir une pensée pour sa famille et ses proches. Monsieur le Premier ministre, les Français sont en colère et cette colère nous oblige. Les Français ne peuvent pas concevoir que l'État vacille par rapport à l'ardente obligation qui est la sienne, protéger nos enfants, protéger les plus faibles et garantir son autorité. Alors, las des mots, les Français veulent des actes. Et nous devons, vous devez, à un sursaut puissant. Parce qu'il va falloir poser des actes. Ces actes législatifs, nous sommes prêts, Monsieur le Premier ministre, à les poser. Faut-il encore créer les conditions? À mon tour, je vous pose une question. Êtes-vous prêt à les poser avec votre gouvernement? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, Monsieur le Président Darnaud. Vous avez raison de citer le général de Gaulle et dans sa conception de l'autorité de l'État, je pense qu'on peut rappeler que si l'État dispose de la force, c'est précisément pour protéger nos concitoyennes et nos concitoyens. Qu'il n'y a pas d'autorité de l'État sans transparence. C'est ce que je disais aussi il y a quelques instants sur les résultats de l'enquête. Ça a été rappelé par le président du Sénat, ça a été dit par le garde des Sceaux devant la commission des lois de cette Assemblée. On fera la transparence complète. Je pense qu'il n'y a pas non plus de l'autorité de l'État sans responsabilité. Vous êtes nombreux à y être revenus récemment dans les médias ou dans vos travaux. Responsabilité individuelle déjà. Et vous me permettrez, avec cette liberté, de m'étonner que dans beaucoup de prises de parole sur les plateaux de télévision ces 2 ou 3 derniers jours, on finit par oublier, et c'est votre question, Madame la sénatrice, qui quand même m'y a fait penser, que là où il y a la victime d'un meurtre, il y a un meurtrier. Et que les premiers responsables, quand même, de cette violence sont celles et ceux qui en sont à l'origine. Et je crois que dans notre philosophie politique, nous croyons à la responsabilité individuelle. Nous croyons aux décorations, nous croyons aux sanctions. Ces sanctions sont individuelles. Et on ne peut pas s'exonérer, certes dans une société qui perd beaucoup de valeurs, qui jadis était régulée par d'autres systèmes de valeurs, on ne peut pas quand même, d'un revers de main, faire comme s'il n'y avait pas une responsabilité individuelle. En tout cas, moi j'y crois, il faut le rappeler. La deuxième des choses, c'est la responsabilité individuelle de celles et ceux qui rendent le service de l'État. Et je reviendrai à l'État après dans sa globalité. Vous avez des magistrats, du siège ou du parquet, vous avez des avocats, vous avez des juges, vous avez du siège, vous avez des policiers, des gendarmes.
Et je le dis, je pense que le débat sur la responsabilité individuelle, c'est bien pour ça qu'on a saisi ces missions d'inspection pour faire la lumière, doivent aussi permettre de redonner notre confiance à toutes celles et ceux qui, dans ce pays, se sont engagés pour porter l'uniforme, comme policiers, comme gendarmes. Certains ont passé les concours d'OPJ par vocation, précisément pour protéger leurs prochains, les magistrats aussi. Et je sens la tentation potentielle, et absolument pas dans votre question et dans ce que vous avez dit, justement, je me permets à travers vous de m'adresser aussi au pays. Il n'y aurait rien de pire que de jeter l'opprobre sur l'ensemble d'une chaîne de métiers. Personne ne pense que les gendarmes des communautés de brigades ou des brigades territoriales autonomes de l'Ardèche, votre beau département, ne sont pas pleinement engagés. Et je pense qu'il n'y a pas d'autorité de l'État sans que les élites politiques que nous représentons redisions aussi la confiance, ce qui n'exclut pas le contrôle, dans celles et ceux, évidemment, qui accomplissent ces missions. Ça veut donc dire aussi que là où il y a responsabilité, il peut y avoir sanction. Et là où il y a une responsabilité aussi politique du gouvernement, devant l'opinion publique, devant le Parlement. Et pardon de rappeler ces principes, mais dans un moment où les esprits me semblent parfois un peu brouillés, je pense qu'en repartant des grands principes républicains, de ce qui fonde l'État, nous arrivons à le faire. Et enfin, vous l'avez dit, oui, l'État doit réagir, soit par l'exécutif, soit par le Parlement, pour adapter son droit. La réalité, c'est qu'il y a une violence endémique qui pousse dans le pays. Elle revient aussi à un problème sociétal beaucoup plus profond, beaucoup plus transversal. Est-ce que d'ailleurs les seuls ministères de l'Intérieur et de la Justice peuvent tout? La réponse est non. La question de la santé, la question de la psychiatrie, la question de l'éducation nationale. Il est évident qu'il faut continuer à accélérer sur l'ensemble de ces sujets. Alors ensuite, on doit réagir vite. La ministre Aurore Bergé disait à l'instant, des textes sont à venir. Je prends un exemple, Président Darnaud, parce que je sais que c'est quelque chose qui tient à cœur à votre groupe politique, en tout cas je le crois, la nécessité de motiver un classement sans suite par un procureur lorsqu'il y a un classement sans suite sur une affaire criminelle qui concerne un mineur, en tout cas un crime sexuel. Typiquement, c'est du décret. La rédaction de ce décret est déjà en cours et je le prendrai avec le garde des Sceaux dans les tout prochains jours. Je souhaite vous associer très directement à l'ensemble de la réponse. Je pense qu'il faut qu'on le fasse avec beaucoup de dignité, beaucoup de sang-froid, beaucoup de fermeté, ne pas non plus donner l'impression qu'à chaque, je mets des guillemets en étant respectueux, fait divers, nous déclenchons une loi, mais expliquons aussi à la nation que dès lors que la violence évolue sur sa forme, les outils que nous devons développer, mettre en place, doivent aussi s'adapter. Et je pense qu'un chemin est possible à l'Assemblée et au Sénat dans les toutes prochaines semaines pour y parvenir. Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Premier ministre, Michel Debré, le père de notre Constitution, disait « Quand on veut briser de mauvaises habitudes, il faut de rigoureux impératifs. » Je crois que c'est ces impératifs qui doivent aujourd'hui nous réunir pour changer cette direction, changer ce qui peut paraître insupportable aux yeux des Françaises et des Français, consacrer cet esprit de responsabilité, redonner du souffle à la responsabilité et au respect de l'autorité de l'État. Oui, c'est important, car l'essentiel est en jeu. Merci. La parole est à notre collègue Nadège Havet pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, permettez-moi tout d'abord de rendre hommage à l'adjudant Dorian Larigauderie, gendarme décédé en mission ce dimanche dans le Loiret. L'engagement de nos forces de l'ordre se fait parfois au péril de leur vie, soyez-en toujours conscients. L'interrogation de notre groupe porte aujourd'hui sur les conditions de location des casernes de gendarmerie construites par les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux. L'application du décret du 26 décembre 2016, dont elle découle, bloque aujourd'hui la signature de baux locatifs pour des projets portés par des communautés de communes et des offices publics de l'habitat. C'est le cas dans le Nord Finistère, notamment à Lannilis et à Plabennec. Les dysfonctionnements sont multiples. Un calcul des loyers initiés basé sur des coûts plafonds inférieurs aux coûts réels de construction, une décorrélation entre ces plafonds et les montants de référence qui avaient permis l'engagement des élus, des conditions de résiliation déséquilibrées qui exposent les bailleurs à des risques financiers majeurs, une rigidité structurelle, pas de révision du loyer pendant 9 ans dans un contexte économique volatile, une charge de maintenance quasi exclusive pour les bailleurs sans ajustement du loyer et l'absence de garantie pérenne sur la trajectoire fiscale.
Ces déséquilibres pénalisent à la fois les forces de l'ordre et les maîtrises d'ouvrage locales, rendant difficile la réalisation de projets pourtant déjà engagés, malgré des solutions en comaîtrise d'ouvrage trouvées localement. Un groupe de travail national a abouti en 2025 à un consensus, la nécessité de refonder ce modèle via une redevance transparente. Un projet de décret et un projet d'arrêté ont même été élaborés, mais leur publication reste suspendue. Aussi, Monsieur le Ministre, quel est le calendrier pour la publication ? Dans l'attente, le gouvernement entend-il accorder des dérogations pour des projets qui sont déjà en cours? Et quelles mesures afin de garantir la soutenabilité économique des opérations indispensables au maillage territorial et à la qualité du service public de sécurité? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur, Monsieur Laurent Nunez. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Vous avez raison de soulever ce problème qui est extrêmement important. Donc, vous savez que nous avons 11 millions de mètres carrés en gendarmerie, dont 7 millions pour les logements, et plus de la moitié est en locatif. Une grosse moitié est en locatif, c'est un peu le fruit de l'histoire. Au moment du rattachement de la Direction générale de la gendarmerie, on n'avait pas forcément les crédits d'investissement qui allaient bien, donc on s'est orienté beaucoup vers du locatif. Et puis 2024, ça a été une année de bascule, puisqu'on s'est rendu compte que le besoin en rénovation du parc domanial était très très important et que la dépense locative atteignait plus de 600 millions d'euros. Donc il fallait un petit peu changer le portage. C'est ce qui a été engagé par le gouvernement de l'époque, et évidemment que les gouvernements successifs ont repris et que j'ai moi-même poursuivi. Effectivement, l'idée pour le locatif, c'est de sortir de ce système de loyer plafonné qui conduisent les bailleurs sociaux à finalement avoir des constructions à bas coût et avec des immeubles qui se détériorent encore plus rapidement du coup. Donc nous allons évidemment proposer de sortir de ce système en ayant la redevance transparente, en mettant en place la redevance transparente que vous avez citée. Donc il y a un projet de décret qui est en préparation, un projet d'arrêté qui est en préparation et qui permettra donc aux constructeurs et en tout cas aux bailleurs de pouvoir mieux investir, en tout cas investir dans des investissements de qualité. Ce projet de décret, il est en cours de stabilisation. Je veux d'ailleurs remercier monsieur le rapporteur général du budget ici au Sénat, monsieur Jean-François Husson, qui s'implique sur ce dossier, avec lequel j'ai échangé encore il y a quelques jours pour faire un point calendaire. Donc le projet de décret sera stabilisé d'ici la mi-juillet, donc très rapidement maintenant. Il sera soumis au Conseil national d'évaluation des normes. Et le but, c'est d'avoir une application concrète de ces nouvelles dispositions à compter du 1er janvier 2027. Voilà ce que je peux vous dire, Madame la sénatrice, sur ce sujet qui est effectivement au cœur des préoccupations du ministre de l'Intérieur et du directeur général de la Gendarmerie nationale. Si la parole est à notre collègue Marc Laménie pour le groupe des Indépendants République et Territoires. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs le Ministre, mes chers collègues, permettez-moi, avec émotion partagée avec l'ensemble des collègues et au nom de mon groupe Les Indépendants, de m'associer à la douleur de la famille de Liana et à l'hommage qui lui a été rendu par le président du Sénat et les autres orateurs des différents groupes qui sont intervenus avant moi. Ma question concernera, mon intervention portera sur les finances publiques et le bloc communal notamment, et les collectivités territoriales. Donc, il s'adresse à Monsieur le ministre des Comptes publics, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Vous avez la semaine dernière fait connaître au Parlement les annulations et gels de crédits de près de 4 milliards d'euros concernant le budget de l'État, avec des coupes dans différents ministères régaliens comme la justice ou l'intérieur, mais aussi des coupes dans les crédits qui sont dévolus à nos collectivités territoriales, à l'image des fonds verts. Il y a 15 jours, je recevais un courrier d'alerte du maire de Givet, ville natale, nord des Ardennes, frontière belge, 6500 habitants, dont j'ai eu l'honneur d'être élu local entre 1983 et 2001. Cette commune industrielle subit dans le même temps un fort déclin de la dotation de compensation de la réforme de la taxe
professionnels, divisé par 3 depuis 2020 de la DGF, la réduction du fonds vert et les hausses des dépenses contraintes. Des communes comme Givet et celle de la vallée de la Meuse notamment, et aussi au plan national, nous recevons toutes les semaines avec ma collègue des Ardennes, Else Joseph, des courriers de maires qui ressemblent à celui-ci. Ma question est très simple. Comment comptez-vous, Monsieur le ministre, vous assurer à nos services publics régaliens, à nos collectivités territoriales, les moyens nécessaires à la bonne exécution de leur mission? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Action et des Comptes publics, Monsieur Amiel. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Laménie. La situation des finances publiques est évidemment à la fois préoccupante et existentielle. On a un déficit qui est élevé, on voit des chocs internationaux qui se multiplient et qui nécessitent de pouvoir protéger les Français qui sont en première ligne ou les entreprises qui sont les plus exposées. Nous le faisons face à la guerre qui a été déclenchée dans le Golfe Persique. Nous devons évidemment pouvoir toujours être prêts à le faire dans les années qui viendront, nous comme nos successeurs. Les taux d'intérêt sont très élevés dans l'ensemble du monde développé. Ils sont 4 à 5 fois plus élevés qu'ils ne l'étaient il y a 4 ans. Et nous avons des besoins très importants, des besoins d'investissement public. Le Premier ministre est revenu à l'instant autour des moyens qui ont été apportés au ministère de la Justice ces dernières années, des choix qui pendant de nombreuses décennies ont été faits, qui ont fragilisé les services publics régaliens, et évidemment des efforts qu'il faudra continuer à poursuivre. Et donc, ça va nécessiter une mobilisation collective. Vous avez évoqué, Monsieur le sénateur, les mesures qui ont été prises en réponse à la crise pour maîtriser le déficit public malgré les mesures d'aide indispensables et malgré le choc économique. Plus même de 2 milliards d'euros concernait la question des allègements de cotisations sociales. On a eu l'occasion d'en discuter dans votre hémicycle la semaine passée. 4 milliards d'euros, vous l'avez évoqué, concernent l'État. Parmi ces 4 milliards d'euros qui concernent l'État, 160 millions d'euros concernent les dotations d'investissement. Au titre du gel, c'est un rapport de 1 à 25 par rapport aux mesures qui sont prises dans l'État. Donc oui, il y a une mobilisation collective. Je précise d'ailleurs que ces mesures ne concerneront pas la DETR. La ministre Françoise Gatel a eu l'occasion de le dire. Et puis il nous faut maintenant préparer le projet de loi de finances pour 2027, le préparer de façon collective. C'est le sens de la mission qui a été confiée par le Premier ministre à 3 parlementaires, dont votre collègue sénatrice Vermeillet. Et c'est aussi le sens des concertations que nous mènerons avec l'ensemble des acteurs des finances locales, avec ma collègue Françoise Gatel. Vous avez quelques secondes. Voilà, merci Monsieur le Ministre. Nous savons bien que l'équilibre budgétaire est chaque année plus précaire. Nous maintenons un niveau important. Il faut faire des économies en refermant notre pays, en le rendant plus agile et plus libre économiquement, mais pas en abîmant ce qui fonctionne déjà difficilement. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Philippe Grosvalet pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la Ministre de la Santé. À Saint-Nazaire, nous nous apprêtons à découper les premières tôles du France Libre, futur fleuron de notre souveraineté militaire. Le contraste est saisissant avec la situation invraisemblable dans laquelle se trouve notre hôpital public, tenu, mes chers collègues, détenu par des fonds de pension américains et otage de ce bail amphithéotique hospitalier. Outre les loyers exorbitants supportés par nos établissements de soins, nous sommes confrontés à l'impossibilité d'aménager et de moderniser les locaux de la cité sanitaire, aujourd'hui sous-dimensionnés pour accueillir les 400 000 habitants de la région, mais les 15 000 nouveaux salariés qui seront nécessaires pour la construction de notre porte-avions. Les conséquences d'une telle situation sont parfois dramatiques. Le 9 janvier dernier, une patiente est décédée au service des urgences, faute d'avoir pu être prise en charge à temps. Aujourd'hui, tous les voyants sont au rouge et l'aide annuelle au loyer de 11 millions d'euros accordée par l'État, sans garantie après 2032, ressemble hélas à un pansement sur une jambe de bois. Madame la ministre, nous savons, vous et moi, que pour sortir de cette ornière, nous ne trouverons pas 450 millions sous les sabots d'un cheval. Mais notre responsabilité collective nous oblige à trouver une solution durable et soutenable
Pour ma part, j'ai l'intime conviction que cette solution passe nécessairement par une sortie anticipée de ce bail inique. Alors, Madame la Ministre, au-delà des études conduites par vos services, pouvez-vous vous-même nous faire partager ici votre intime conviction? Pour vous répondre, la parole est à la ministre de la Santé, Madame Stéphanie Rist. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Grosvalet, en 2012, effectivement, a été pris la décision de signer un bail emphytéotique pour une durée de 30 ans sur un terrain pour construire d'une part le centre hospitalier public et d'autre part de Saint-Nazaire et d'autre part la clinique de l'Estuaire. Cette configuration unique à l'échelle nationale entraîne des difficultés, une grande complexité juridique et financière. Depuis le début de ce bail, je dois dire que l'État prend sa part puisque chaque année, il aide les établissements à près de 11 millions d'euros en aide au loyer qui sont répartis entre les deux établissements, ce qui permet évidemment de baisser la charge pour ces établissements et ce qui fait que l'établissement public est même plutôt un petit peu en excédent par rapport à d'autres. Ce bail demeure une charge malgré tout très importante, vous l'avez dit, et la situation complexe avec le bailleur retentit sur les investissements qui du coup ne se font pas et qui devraient se faire. Pour avancer, il y a plusieurs options qui font l'objet en ce moment même avec les services d'instruction juridique, technique, financière. En fait, on a deux choix. Soit on maintient ce bail avec des conditions d'aide de l'État qui évoluent pour soutenir les établissements, soit nous essayons de sortir du bail. À ce jour, les estimations qu'on a, c'est 500 millions d'euros pour sortir du bail à payer d'un seul coup, en une seule fois. Nous continuons d'expertiser. J'ai demandé aussi qu'on puisse regarder, par exemple, avec la Caisse des dépôts. Donc nous étudions. Et comme je m'y suis engagée, d'ici septembre, nous apporterons une réponse entre l'un de ces deux choix. Je vous remercie. Merci. La parole est au président Patrick Kanner pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, le meurtre de Liana nous bouleverse, il nous sidère, il nous révolte. Après tant d'autres prénoms d'enfants que notre mémoire collective a tragiquement effacés, nos concitoyens sont en colère, nos institutions sont remises en cause. Derrière ces drames, il y a de multiples dysfonctionnements qui se répètent inlassablement dans une indifférence coupable malgré les alertes notamment de l'ancien président de la Civise. Quand un pilier de l'état de droit, la justice, vacille, c'est la République qui devient une cible. Le manque de psychiatres, l'effondrement de la médecine légale, la surcharge de nos OPJ, voilà la réalité du terrain. Ces enfants martyrs sont devenus le symbole d'une impuissance institutionnelle qui est tout simplement insupportable. Alors, comment entendre le président de la République nous asséner vendredi dernier qu'il n'y avait pas de manque de moyens? Comment accepter que le ministre de la Justice nous réponde hier au détour d'une audition qu'il n'y a aucune statistique sur le nombre effectif de mineurs dans les 70 000 plaintes enregistrées, alors qu'elles devront être priorisées d'ici le 14 juillet 2026. Nous faisons face à une chaîne systémique de défaillance dont l'État est le premier responsable. La tentation est grande de se défausser en pointant du doigt des boucs émissaires. Cette démarche ne contribuera en rien à résoudre la situation. D'ailleurs, il est tout aussi nécessaire de dénoncer les instrumentalisations dont nous sommes aujourd'hui les grands témoins. Il n'y a pas de solution miracle, Monsieur le Premier ministre, mais il faut des solutions. Le Parlement a travaillé une proposition de loi transpartisane à l'initiative de notre collègue députée socialiste Céline Thiébaut-Martinez. Des propositions fortes existent. Appuyons-nous sur ces travaux. Regardons ce qui marche. L'Espagne a voté une loi intégrale il y a déjà 20 ans avec des résultats qui sont incontestables. Alors qu'attendons-nous? Alors je vous le demande, Monsieur le Premier ministre, combien faudra-t-il encore de marches blanches? Combien encore de vies brisées, de familles déchirées? Combien de larmes? Combien de fois devrons-nous encore répéter ce slogan qui sonne dans le vide? Plus jamais ça. Monsieur le Premier ministre, pour nos enfants, pour leur protection, y aura-t-il un avant et surtout un après le meurtre de Liana? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre.
Merci beaucoup, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président Patrick Kanner. Merci là aussi pour la tonalité de votre question. Sur les moyens, je le redis, et quelque part c'est assez bouleversant. Tout ce que vous avez dit est vrai, mais malheureusement, et l'enquête le montrera, je le crains, que en cas d'espèce, la question des moyens n'est pas en cause. Et c'est douloureux, parce que quelque part, c'est peut-être encore plus irrationnel ou trop rationnel, je ne m'avance pas, mais les missions d'inspection le diront. Vous avez été président de département comme moi, vous savez très bien que dans la mise en œuvre des services publics, parfois, il peut y avoir des manquements, et donc ce ne sont pas des boucs émissaires, au contraire, c'est une manière collective de comprendre, comme tous celles et ceux qui ont été maires, présidents d'intercommunalité, présidents de département, présidents de région dans cet hémicycle, on peut le faire comme autorité territoriale et comme chef de service. Les ministres font la même chose que ce que vous faisiez comme président du Conseil général du Nord lorsque vous aviez des difficultés. Il faut le dire parce que c'est une assemblée ici de gens qui ont exercé des responsabilités et donc nous pouvons nous parler en responsabilité. La deuxième des choses, je ne parlerai pas d'indifférence coupable. Je ne pense pas ça. Et je le disais, je ne connais aucun service d'enquête. Je connais mieux la gendarmerie que la police, encore que j'ai été élu en zone police, je suis élu en zone police, mais j'ai porté l'uniforme de la gendarmerie comme réserviste. Personne ne peut considérer un seul instant que, de manière systémique, les institutions de la République, les institutions de l'État, pas le gouvernement, c'est autre chose, pas le Parlement, c'est autre chose, mais de considérer que de manière structurelle, je vois bien que certains veulent avancer sur ce sujet, mais au fond, la question ne serait pas prise en compte. Est-ce qu'elle est suffisamment prise en compte? Non. J'ai parlé moi-même de faits de société. Est-ce qu'il faut réformer de fond en comble beaucoup d'éléments de politique publique? Oui. Et puis surtout, ne faisons pas semblant de ne pas le voir. Il y a une montée de la violence dans notre pays pour un certain nombre de raisons que nous connaissons. Vous avez vous-même évoqué d'ailleurs la question de la psychiatrie. C'est un énorme enjeu sur lequel nous sommes parents pauvres, trop de retard, vous l'avez dit, mais c'est plusieurs décennies de retard qu'il nous faut rattraper. Et quand vous continuerez évidemment dans le cadre de vos travaux d'interroger le garde des Sceaux, vous verrez très vite que sur les enquêtes qui parfois prennent du temps, c'est tout simplement la disponibilité d'experts en tout genre. Voilà, pour parler de ma vie, je trouve que j'étais juré d'assises dans une autre vie. La question de la disponibilité des experts près les tribunaux est une question absolument clé. Donc, il faut le prendre de manière la plus globale. Le troisième esprit, en tout cas aspect de votre question, et je suis sensible, c'est au fond l'efficacité et l'état de droit, avez-vous dit. Pas de solution miracle, avez-vous dit, je crois, mais des solutions quand même. Je souscris à cette approche. Il ne faut pas non plus mentir au peuple français. Il ne faut pas mentir au peuple français. Est-ce qu'on peut changer le droit pour mieux faire? Oui, on va le faire. Est-ce qu'on peut avancer vite d'ici la fin de ce quinquennat? Oui, nous pouvons le faire. Mais on le voit bien, il y a des questions qu'il faut ouvrir avec la sagesse sénatoriale bien connue. La question des prescriptions. Elles ne sont pas consensuelles sur ces bancs. Et c'est normal, c'est un vieux débat. Et donc, le gouvernement, j'essaie de mener dans les conditions politiques que vous connaissez depuis maintenant de nombreux mois, candidat à rien, ça donne aussi cette facilité. Je souhaite qu'on trouve aussi des chemins de compromis et de sérieux pour y arriver. C'est vrai des questions aussi de liberté. C'est vrai des questions liées à l'établissement des preuves. Et puis vous voyez, cette proposition de loi dite intégrale, je recevrai la députée socialiste avec un certain nombre de ses collègues en début de semaine. On va se laisser tout le week-end d'ailleurs pour travailler. Mais j'ai commencé à missionner les ministres. Cette proposition de loi intégrale, est-ce qu'elle est utile? Déjà oui, ça se voit. Est-ce que donc on va utiliser les travaux? Déjà oui, je dis oui. Enfin, vous avez des éléments qu'il faudra trancher. Vous avez un article de cette loi qui dit qu'il faut supprimer les cours criminelles départementales que le Parlement a votées pour rétablir la cour d'assises avec un jury populaire. Puis vous avez un article ensuite qui dit qu'il faut plutôt aller vers une cour de magistrats professionnels mieux formés. Je ne m'avance pas sur le débat. Mais on revient exactement à l'état d'esprit du président Larcher au début de cette séance. Je pense qu'on peut travailler vite, mais qu'on doit travailler bien. En tout cas, c'est l'engagement que je prends, c'est ce que j'ai demandé au ministre, de se tenir à la disponibilité de l'ensemble des groupes de cette Assemblée pour trouver avec beaucoup d'auteur de vue, je l'espère en tout cas, beaucoup d'humanité, beaucoup de sagesse, mais aussi beaucoup d'efficacité et de fermeté des solutions pour aussi projeter le pays face à cette violence qui est un fait de société. Merci, Monsieur le Ministre. Merci. La parole est à notre collègue Marie-Claire Carrère-Gé pour le groupe Les Républicains.
Monsieur le Président du Sénat, merci d'abord pour votre hommage. Monsieur le garde des Sceaux, l'assassinat d'Elias, le meurtre de Liana, deux drames qui bouleversent la France, la même certitude alimente la même colère, ils auraient pu être évités. À chaque fois, les auteurs étaient connus de la justice, à chaque fois des signaux ignorés, à chaque fois une spirale de réitération et d'aggravation que la justice n'a pas su arrêter, à chaque fois des familles laissées sans réponse. En septembre dernier, le rapport de la mission d'évaluation que vous avez bien voulu demander et rendre public à la suite de l'assassinat d'Elias a dressé un constat tout à fait accablant. Mauvaise évaluation des mineurs violents multirécidivistes, mesures éducatives tardives ou non exécutées, refus de mesures coercitives demandées par le parquet mais refusées par le siège, délais légaux méconnus. Et ensuite, victimes ignorées, d'ailleurs pas même entendues par l'inspection lors de la mission d'évaluation et accusées désormais de discréditer la justice lorsqu'elle cherche seulement à comprendre sans attaquer qui que ce soit, sans remettre en cause des décisions de justice, juste comprendre. J'ai bien pris note des circulaires de politique pénale que vous avez adressées aux procureurs généraux, comme de votre projet de créer une direction des usagers et des victimes. Et à l'instant, je prends connaissance du fait que les auteurs présumés de l'assassinat d'Elias viennent d'être envoyés devant la cour d'assises des mineurs. Mais cela n'épuise pas le sujet. Je vous l'avais demandé en novembre et vous le demande à nouveau, Monsieur le garde des Sceaux. Il faut diligenter une inspection de l'ensemble du fonctionnement du tribunal pour enfants de Paris, et cela pour remédier à toutes les carences globales qui ont été identifiées, pour vérifier que les 11 recommandations de la mission d'évaluation ont toutes été bien mises en œuvre et rechercher, le cas échéant, d'éventuelles responsabilités individuelles en demandant à ce qu'elles soient sanctionnées si elles existent. Le ferez-vous, Monsieur le ministre? Pour répondre, la parole est au garde des Sceaux, Monsieur Darmanin. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre KRG, d'abord, je voudrais saluer votre abnégation pour accompagner la famille d'Elias, sa maman particulièrement courageuse, qui, en effet, fait face au drame horrible d'avoir perdu son fils dans des conditions que j'ai eu à connaître un mois à peine après mon arrivée à la chancellerie. À la suite d'avoir rencontré cette maman, cette famille, et après avoir échangé avec vous et d'autres, j'ai en effet, alors que les faits venaient de se commettre, demandé à l'inspection générale de la justice un rapport que j'ai rendu public. Ce rapport met un certain nombre de remarques qui, en effet, réorganisent non seulement le tribunal de Paris, mais aussi, vous le savez, la protection de la jeunesse, puisqu'il s'agissait de deux co-auteurs qui étaient suivis par la protection de la jeunesse. Je suis en mesure de vous dire que les mesures prises par ce rapport d'inspection qui ont été rendues publiques sont soit faites, soit en train d'être faites, et je vais vous les détailler. D'abord, en ce qui concerne la protection de la jeunesse, nous avons arrêté, peut-être était-ce totalement absurde, mais je l'ai découvert en arrivant à la chancellerie, que lorsqu'on mettait deux personnes qui ne doivent pas se connaître et pour lesquelles il y a des décisions de justice, pour lesquelles ils ne doivent pas se rencontrer, parce qu'ils ont déjà commis des crimes ou des délits auparavant, on les mettait parfois dans le même établissement de la protection de la jeunesse. Désormais, cela, évidemment, est terminé. Dans les semaines qui ont suivi le rapport d'inspection, nous avons réorganisé. Pas facile pour l'Île-de-France, puisque vous connaissez le phénomène, malheureusement, de bande qui peut exister, mais ce n'est plus le cas. Il y a désormais d'ailleurs une dizaine, 10 exactement, agents de la PJJ renforcés à Paris. C'est 15% d'effectifs qui a augmenté pour suivre ces dossiers. 2 juges pour enfants supplémentaires au tribunal de Paris pour que, je l'espère, dans 4 mois, et là je regarderai en effet avec une mission d'inspection, en temps réel, nous puissions faire le suivi des enquêtes qui concernaient des enfants qui ont pu être auteurs de crimes et de délits, alors qu'on mettait plus d'1 an, vous le savez, dans le cas notamment des auteurs du fils de la madame, du jeune Elias, pardon. Vous dire aussi que je me réjouis que les moyens qu'on a mis permettent en 1 an à peine une instruction qui permet le renvoi en cour d'assises des auteurs présumés du meurtre d'Elias, alors que c'est 3 ans en moyenne. Je pense que tous les éléments d'inspection ont été établis. À la rentrée septembre, après ces renforts, en effet, je demanderai à l'IGJ de voir à nouveau si cela a été modifié et je rendrai public à nouveau ce rapport. Merci. La parole est maintenant de notre collègue Marie-Pierre de La Gontrie pour le groupe socialiste, écologiste et républicain.
Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Justice, au ministre de l'Intérieur, au ministre de l'Éducation, à la ministre de la Santé, à la ministre des Sports, à la ministre chargée des discriminations, au ministre en charge des comptes publics, à la ministre des Numériques et donc à vous, Monsieur le Premier ministre. Une enfant est morte. Elle avait 11 ans. Elle s'appelait Liana. Que s'est-il passé ? Comment expliquer ce que l'un d'entre vous a qualifié d'enchaînement tragique? Pourquoi est-ce arrivé? Pourquoi est-ce que la plainte de Rosa n'a pas permis d'empêcher le potentiel meurtrier d'accomplir son dessein? Le sujet aujourd'hui pour nous, c'est de savoir comment éviter ces drames. Vous avez, Monsieur le garde des Sceaux, reçu, ainsi que Monsieur le ministre de l'Intérieur et Monsieur le ministre des Affaires sociales, reçu en 2022 un rapport réalisé par les 3 inspections générales et qui constatait la carence de l'ensemble des dispositifs qui permettaient de lutter contre les violences faites aux mineurs. Alors aujourd'hui, nous le disons, il n'y a pas eu de dysfonctionnement. C'est un fonctionnement général que nous avons constaté. À cela, quelles sont les réponses aujourd'hui? Nous avons des réponses de candidats à la présidentielle. Bruno Retailleau veut réformer le Conseil supérieur de la magistrature. Édouard Philippe veut s'interroger sur le droit syndical des magistrats. Vous, Monsieur le garde des Sceaux, vous souhaitez augmenter les peines de prison. Et vous, Monsieur le Premier ministre, vous voulez, de manière un petit peu précipitée, peut-on dire, modifier le texte sur la protection de l'enfance alors même que vous appelez à beaucoup de sérénité. Nous avons travaillé depuis plus d'1 an, 120 associations, 120 parlementaires, à cette loi intégrale. Je vous ai entendu la qualifier d'utile. Non, Monsieur le Premier ministre, elle est indispensable. Elle porte sur tous les champs qui sont nécessaires. Et oui, elle parle des moyens, dont j'ai compris d'ailleurs que bien qu'ils ne soient pas nécessaires, le ministre des Comptes publics et la porte-parole du gouvernement ont déjà indiqué qu'ils allaient les augmenter l'an prochain. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous enfin ouvrir les yeux sur l'ampleur des dispositions qu'il faut prendre pour éviter ces drames atroces? Pour vous répondre, la parole est au garde des Sceaux, Monsieur Darmanin. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice de la Gontrie, on a eu un échange en commission des lois à la demande de la présidente Jourda et nous nous connaissons de nos échanges nombreux sur ces questions qui, je sais, vous passionnent et pour lesquelles vous êtes experte. Je pense qu'il est un peu tôt, Madame la sénatrice, pour dire qu'il n'y a pas eu de dysfonctionnement en attendant le rapport d'inspection qui sera rendu public dans 13 jours. Je crois que l'enchaînement des faits, non seulement tel que la presse les a décrits, mais comme j'ai pu le répondre à Monsieur le sénateur et devant votre commission des lois, montre, vous qui connaissez le sujet, Madame la sénatrice, qu'il peut y avoir des responsabilités individuelles et je regrette que vous ne l'ayez pas souligné. Je répondrai avec le même ton et j'espère le même esprit de responsabilité que j'ai répondu lorsqu'on m'a interrogé, notamment à droite, sur les difficultés et les actes de pédocriminalité qui se sont déroulés à Paris dans le périscolaire. J'ai dit que nous allions attendre l'enquête, j'ai dit que la justice devait faire son travail, j'ai dit que tout le monde devait être responsable, collectivité comme magistrat, comme enquêteur, que nous devons améliorer et comprendre lorsque les enfants sont en effet en danger, lorsqu'ils sont violés, lorsqu'ils sont tués. Et je pense que l'esprit de polémique ne vise pas à rappeler des propos des candidats à l'élection présidentielle, libre à eux de le faire, mais au moment où nous gérons une crise, une émotion sans nul autre pareil, nous dire que nous pourrions être tous responsables devant cette situation. En effet, le budget du ministère de la Justice doit augmenter. Personne ne dit le contraire, surtout pas le président de la République qui a augmenté de 5 milliards le budget du ministère de la Justice en 7 ans. Et oui, je remercie Monsieur le ministre des Comptes publics et Monsieur le Premier ministre d'avance pour l'augmentation des budgets, pour l'administration pénitentiaire, parce que vous me réclamez des prisons, pour la PJJ, parce qu'il manque des postes, mais aussi pour les magistrats. Nous avons recruté, formé et envoyé dans vos juridictions 1500 magistrats, c'est-à-dire de passer de 8000 à quasiment 10 000 en 7 ans. Je regrette, Madame la sénatrice, que les gouvernements précédents ne nous aient pas permis d'avoir les moyens qui aujourd'hui permettraient d'avoir les magistrats, d'avoir les enquêteurs, d'avoir les experts qui répondraient à l'immense masse de plaintes en effet déposées. Comme je sais votre esprit de concorde républicaine, j'invite et je vous invite à travailler avec nous sans esprit polémique pour le bien-être de nos enfants. Merci. La parole est à notre collègue Marie-Carole Chintou pour le groupe Les Républicains.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, cette question s'adresse à vous. Le règlement retour européen pour lequel Bruno Retailleau, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, a bataillé pied à pied, va être définitivement adapté d'ici la mi-juillet grâce à François-Xavier Bellamy. Alors que ce texte est soutenu au niveau européen par des parlementaires de toute sensibilité, tant il est attendu comme une nécessité, votre gouvernement s'est jusque-là opposé à ce texte par le vote de ses députés et a tenté d'en différer la mise en application de 2 ans, alors qu'il y a urgence à maîtriser les flux migratoires. Le monde entier sait qu'aujourd'hui, un clandestin qui rentre sur le territoire européen a toutes les chances d'y rester définitivement. L'Union européenne est la zone du monde la plus laxiste en matière d'immigration clandestine, avec moins de 20% de reconduite dans les pays d'origine. Ce règlement comporte enfin les avancées majeures tant attendues. La possibilité de renvoyer dans des centres de retour de pays tiers sûrs des étrangers en situation d'illégalité sur notre territoire, ainsi que le renforcement de la conditionnalité de nos politiques de délivrance de visas, d'aide au développement, d'accords commerciaux à la reprise de leurs ressortissants par les pays sources d'immigration irrégulière. Il ne s'agit pas de faire mine d'accepter ces mesures nouvelles. Il s'agit de faire respecter nos souverainetés et celles de l'Europe. Mes questions sont simples. Votre gouvernement va-t-il refuser de mettre en place ces centres de retour au risque que la France devienne le refuge des clandestins des pays européens qui vont mettre en place de tels centres? Romprez-vous avec une politique de visa et de coopération en totale déconnexion avec les accords migratoires passés avec les pays d'origine? Sentez-vous l'urgence et l'attente des Français et de tous les Européens sur ce sujet brûlant d'actualité? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur, M. Nunez. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Que les choses soient claires, hein, la France, ce gouvernement, souhaitait ce règlement retour. Il y a eu des discussions, il y a eu des débats sans doute sur certaines de ces dispositions, mais il a été poussé par la France, il a été effectivement porté par M. Bruno Retailleau, mon prédécesseur, et par moi-même, un peu quand même, hein, et l'ensemble du gouvernement français. Il y a eu certaines dispositions où il y a eu peut-être des divergences de vues. Je vais répondre assez clairement à vos questions. D'abord, me féliciter quand même de ce texte. Vous avez raison, il y a des dispositions qui étaient très attendues, comme le fait de revenir sur le primat du délai de retour volontaire, la possibilité d'aller chercher des informations dans les téléphones portables pour mieux lutter contre les filières, la possibilité d'avoir un levier visa beaucoup plus actif, efficace en termes de mesures de répression, de rétorsion. Donc évidemment, ce texte est un bon texte et nous espérons que le Conseil et le Parlement l'adoptent à l'automne et qu'il puisse être appliqué. Alors avec vous savez, il y a des clauses optionnelles, il va falloir qu'on le transpose. Il y a des délais d'1 an pour certaines dispositions, pour d'autres, ce sera d'application immédiate. Et parfois, quand on souhaite avoir un délai, c'est pour pouvoir appliquer un texte de manière un peu plus rigoureuse que ce que nous vivons actuellement pour le pacte. Je réponds très clairement à vos questions. Les centres de retour. Effectivement, il y a un certain nombre d'États membres qui sont intéressés par la mise en place de centres de retour, dont le règlement dit bien que ce sera dans le cadre d'une relation bilatérale entre un État membre et un État tiers, pas en passant par la Commission, pas européenne, pas sur des financements européens. Ça nous va très bien. Pour autant, est-ce qu'on va s'y engager? La France a veillé à ce que ce dispositif s'inscrive dans le respect des droits fondamentaux au sein de l'État tiers qui va accueillir donc des personnes qui sont reconduites. Pour autant, nous allons observer comment ce dispositif va se mettre en place. Et je vous le dis très clairement, on privilégie le droit constant et la relation bilatérale avec chaque État pour pouvoir poursuivre les reconduites auxquelles nous procédons. Et nous sommes plutôt leaders, d'ailleurs maintenant derrière l'Allemagne, mais nous sommes plutôt leaders sur les reconduites d'étrangers en situation régulière. Voilà, je réponds à votre question très précise parce que je sais que derrière celle-ci se cache la mise en place des centres de retour. À date, non. Nous allons observer comment les choses se passent, nous verrons et nous serons extrêmement vigilants. Un mot, observer. Non, observer. Vous n'avez plus le temps, s'il vous plaît. La parole est à notre collègue Michel Canevet pour le groupe de l'Union centriste. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Le gouvernement a annoncé avant-hier l'extension des protections sur 3 aires marines protégées. D'une part,
sur les terres australes et antarctiques pour ce qui concerne 900 000 km², c'est-à-dire une surface tout à fait importante, où il est prévu qu'il soit interdit les activités de pêche. Vous pourrez nous confirmer, Madame la Ministre, que cela a été fait en concertation avec les organisations professionnelles. D'autre part, en Guadeloupe, la réserve de Petite Terre, s'agit-il d'une extension de cette réserve où il est envisagé d'y interdire les activités de pêche de loisirs? Vous pourrez là aussi nous dire si ces décisions ont été prises en concertation avec les élus locaux et puis avec les responsables locaux. Et puis, troisième aire concernée, c'est en baie d'Audierne, dans le Finistère, un secteur que je connais particulièrement bien, où il est prévu qu'une petite surface, 9 hectares, soit protégée. C'est un endroit où il est déjà prévu qu'il y ait une réserve naturelle régionale qui soit instituée par les élus locaux. Et les élus locaux nous disent ne pas avoir été concertés, avoir découvert avec stupéfaction l'extension de cette aire marine protégée. Donc vous pourrez nous confirmer qu'effectivement cela a été le cas, la concertation avec les élus locaux. Et de quoi en retourne-t-il précisément sur ce secteur de la baie d'Audierne, puisque c'est un secteur touristique important, il y a des activités de pêche professionnelles, de pêche à pied notamment. Il faut que l'on sache précisément quels sont les tenants et les aboutissants de ces décisions. Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée chargée de la mer et de la pêche, Madame Chabot. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Merci Monsieur le sénateur Canevet pour votre question qui va me permettre de clarifier le dispositif des zones de protection forte, ces fameuses SPF, ZPF, et je comprends qu'il puisse y avoir confusion. Il y a un an, vous le savez, à l'occasion de la conférence des Nations Unies pour l'océan que la France a accueillie, nous nous sommes engagés à classer près de 15% de nos eaux en protection forte. Rappelons que la France est souveraine sur 11 millions de kilomètres carrés, c'est le deuxième espace maritime au monde. En fait, il ne s'agit pas d'étendre, de créer des zones, mais de valoriser, de reconnaître par une labellisation la qualité de la gestion dans des zones donc protégées déjà existantes. Et les zones labellisées doivent avoir un niveau de protection élevé, d'habitat ou d'espèces sensibles, ce qui au passage est tout à fait pertinent et peut être valorisé d'un point de vue aussi touristique. Ce travail de reconnaissance fait l'objet d'une évaluation préalable par les services de l'État et d'une concertation, c'est ce que vous demandez, au sein des conseils maritimes de façade. Et cela se fait en droit constant, sans modification des règles de gestion, de contrôle ni de périmètre. Donc elle n'a donc pas de conséquences économiques pour les territoires ou les acteurs. Vous l'avez rappelé lundi à l'occasion de la Journée mondiale de l'océan, avec ma collègue Monique Barbu, nous avons annoncé 3 nouvelles labellisations, effectivement dans les terres australes et antarctiques françaises, une zone qui fait l'objet de mesures de protection des fonds marins, en Guadeloupe, dans une zone de protection des récifs coralliens et des tortues, et puis chez vous, en baie d'Audierne, pour un espace assez fin, un petit espace, mais majeur en matière de protection, sur l'estran de 9 hectares, vous l'avez dit, pour un oiseau menacé qui est le gravelot à collier interrompu. Elle a pu être labellisée car pendant la période estivale du 1er juin au 30 septembre, eh bien, on va y interdire les chiens, le survol, les voitures et le survol. Vous conclure. Voilà. Voilà pour ces précisions, mais vous avez bien compris qu'il n'y a pas lieu d'extension, mais de valoriser. Il faut conclure. Voilà. Monsieur Canevet. Merci pour votre réponse, Madame la Ministre. Il est bien évident que tout cela nécessite une bonne concertation et une bonne information parce que la population commence à s'inquiéter des conséquences de telles annonces. Et donc, il faut que les choses soient bien claires, que l'on mesure bien les tenants et les aboutissants de ces décisions. C'est particulièrement le cas en Finistère, bien entendu. J'apprécie vos réponses. La parole de notre collègue Hugues Saury pour les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Madame la Ministre des Armées, plusieurs voix allemandes et françaises évoquent l'abandon du chasseur de 6e génération, NGF, au sein du programme SCAF. Pouvez-vous confirmer dans la représentation nationale l'échec du NGF?
Les autres volets du SCAF, drones, pilotes de combat, peuvent-ils encore être préservés dans une reconfiguration du programme? Surtout, quel est aujourd'hui le plan B du gouvernement pour donner un successeur au Rafale à l'horizon 2040-2045? Enfin, alors que le projet de loi d'actualisation de la LPM mentionne encore un démonstrateur du NGF en 2035, êtes-vous prête à inscrire dès maintenant dans la LPM les contours d'un nouveau programme garantissant notre souveraineté aérienne? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à la ministre des Armées, Madame Vautrin. Merci Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Hugues Saury, le gouvernement français a pris acte de la volonté du gouvernement allemand de mettre fin à ce projet du SCAF. Le chancelier Merz devait l'annoncer aujourd'hui au salon ILA, qui est le salon de l'armement allemand. Vous le savez tous, ce projet, c'est un projet qui était une volonté d'un avion de chasse européen aux meilleurs standards à l'horizon 2040. Et cette ambition était triple finalement. D'un côté, un programme politique de souveraineté européenne. Deuxièmement, un programme industriel avec des partenaires de premier rang des deux côtés du Rhin. Et troisièmement, une réponse commune à un besoin qui était un besoin évidemment partagé. À partir de là, je voudrais déjà souligner l'engagement de l'équipe de France industrielle. Je veux citer bien sûr Dassault, Safran, Thales et tout l'écosystème. Parce que finalement, il faut se rappeler que c'est au moment où nous nous parlons la seule équipe en Europe en capacité de produire un avion de chasse de manière totalement autonome. Et cela me permet, monsieur le sénateur, d'entrer dans les réponses aux questions que vous avez bien voulu poser, parce que 8 années d'engagement, 2,5 milliards d'investissements, dont 50% de développement 100% souverain et 50% de développement en partenariat. J'insiste sur ce point parce que cela veut dire que la quasi-totalité de ces investissements vont nous permettre de continuer à travailler sur un avion de chasse à l'horizon 2040 et c'est évidemment un capital technique majeur pour la souveraineté de notre pays. Et nous allons pouvoir poursuivre sur un autre élément qui est celui de la connectivité, parce que la connectivité, c'est la clé de l'interopérabilité. Et cet élément-là, lui, pourrait être évoqué encore en franco-allemand. Monsieur Saury. Merci Madame la Ministre. Si l'on peut regretter l'échec d'un grand projet européen, on peut comprendre que Dassault Aviation et Safran notamment aient voulu protéger leur savoir-faire, leurs compétences critiques et au fond l'autonomie stratégique de notre pays. Nos industriels ont la capacité de concevoir et produire un chasseur de 6e génération, ITAR-free, adapté aux besoins spécifiques de la France, dissuasion nucléaire, appontage sur porte-avions, supériorité aérienne et combat collaboratif. Les briques technologiques développées par le NGF ne doivent pas être perdues. Elles peuvent être réutilisées dans un programme national, tout comme les crédits prévus pour le SCAF doivent être réorientés vers un projet crédible, souverain et maîtrisé. Le rapport annexé à l'article 1er du projet de loi d'actualisation de la LPM doit mentionner dès maintenant le lancement d'un nouveau programme. La France ne peut attendre un nouvel enlisement, une nouvelle négociation interminable, une nouvelle impasse industrielle. Ce programme doit rester sur une logique claire, industrielle, fondée sur les compétences de nos entreprises et sur un maître d'œuvre capable d'avancer vite. Ce choix engagera la France pour 50 ans, Madame la Ministre. Nous avons les usages industriels, nous avons les compétences et les besoins opérationnels. Il faut désormais une décision politique et pour reprendre la devise de l'école de l'air, faire face. La France ne peut pas rester au sol, elle doit reprendre l'initiative maintenant. La parole est à notre collègue Gilbert Luc Devinaz pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de l'économie et de la souveraineté industrielle. À l'occasion du sommet Choose France, le Président de la République s'est félicité d'un montant record d'investissements étrangers. Ce serait la preuve de l'attractivité retrouvée de la France et du succès de sa politique de la réindustrialisation. Pourtant, dans la vallée de la Chimie, au sud de Lyon, la réalité paraît bien différente. Après la reprise à bas coût par un fonds américain de Polytech Nil, l'arrêt de Symbiose, les inquiétudes persistantes
de Kenwan, ce sont bien des emplois industriels, des savoir-faire stratégiques et un écosystème productif qui sont fragilisés. Ce contraste entre les annonces de nouveaux investissements en grande partie destinés à l'intelligence artificielle et les difficultés rencontrées par des acteurs industriels déjà implantés suscite l'incompréhension des salariés, des élus locaux, des habitants. La réindustrialisation ne peut pas se mesurer uniquement au montant des investissements annoncés. Elle doit se traduire par la préservation et le développement des sites existants. Se prévaloir à l'avance d'un éventuel succès de Choose France est une chose. Néanmoins, des territoires industriels stratégiques, comme la vallée de la chimie, connaissent aujourd'hui une succession de crises industrielles. Ma question est simple. Quelles mesures concrètes le gouvernement compte-t-il prendre pour empêcher une nouvelle étape de désindustrialisation dans ce bassin historique de l'industrie française? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Devinas. Je n'opposerai pas l'attractivité du territoire France et des capitaux étrangers qui viennent investir dans l'industrie française, y compris, vous l'avez dit, dans l'intelligence artificielle, à la préservation de l'industrie d'hier et d'avant-hier. La chimie, ça fait des décennies que ça existe en France. C'est une des grandes forces de l'industrie française, plus de 230 000 emplois, 11 prix Nobel. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et donc, il faut faire les deux. Et y compris dans le cadre de Choose France, vous le savez sans doute, des grands industriels chimiques internationaux viennent investir en France pour développer des usines. Et il faut qu'on le fasse, y compris dans des territoires industriels, y compris dans le vôtre. Ce qui est vrai, c'est qu'un certain nombre de secteurs industriels dans la chimie aujourd'hui font face à une concurrence déloyale extrêmement importante d'un certain nombre de pays, font face à des enjeux de compétitivité, notamment les coûts de l'énergie, et qu'il faut qu'on s'y attelle. On s'y attelle de deux manières. D'abord, à moyen terme, en s'assurant qu'au niveau européen, on arrête de plomber les semelles de nos industriels, notamment en réduisant ce qu'on appelle l'accélération des quotas carbone qui vont plomber un certain nombre d'industriels qui aujourd'hui émettent des émissions de gaz à effet de serre. En multipliant les enquêtes concurrentielles, notamment face à des pays qui aujourd'hui font littéralement du dumping dans des secteurs. Vous le savez, à Saint-Fons, dans votre département, une enquête sur la vanilline a permis de mettre en œuvre au niveau européen 130% de droits de douane qui a permis de sauver un site chez vous. Donc on est capable de faire les deux. Ce qui est vrai, c'est que la guerre en Iran aujourd'hui renforce les difficultés. Et vous le savez, sous l'autorité du Premier ministre, Sébastien Martin, ministre de l'Industrie, a annoncé 150 millions d'aides exceptionnelles liées à la compensation carbone, de manière à aider un certain nombre de sites qui vont de fait, je l'espère en tout cas, pouvoir passer cette période difficile liée à la crise en Iran. Donc voilà, la chimie, il faut l'aider. Celle d'hier, pour l'aider dans la transition, notamment à la décarbonation, parce qu'un grand défi aujourd'hui, c'est la dépendance au gaz, plus cher que l'électricité, mais aussi celle de demain, dans laquelle nous devons continuer à attirer des capitaux, nous devons continuer à attirer des investisseurs pour créer de l'emploi partout en France, y compris évidemment chez vous, dans la vallée de la chimie. Merci. Monsieur Devinas. Voilà, je vais y arriver. Merci, Monsieur le Président. J'ai parlé de la chimie, mais j'aurais pu parler des difficultés des usines en Savoie, dans l'Isère. Et si on se base sur votre propre baromètre, en 2025, la création nette d'usines est au plus bas niveau depuis 2022. Les effets d'annonce de Choose France, c'est une chose, mais on attend un bilan de ces effets d'annonce. Et puis, je trouve qu'il y a un paradoxe, une contradiction à vouloir une souveraineté industrielle qui reposerait essentiellement sur des capitaux étrangers, je veux dire par là non européens. Merci. La parole est à notre collègue Marie-Do Schliemann pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le gouvernement affirme vouloir relancer l'emploi des jeunes et réindustrialiser le pays. Mais vos actes contredisent vos discours. Alors que chacun connaît la vertu de l'apprentissage pour l'insertion, vous êtes en train de liquider cette politique à bas bruit. L'enveloppe nationale versée aux régions pour l'apprentissage sera divisée par 8, passant de 268 millions à 33 millions d'euros en 2026. Pour l'Île-de-France, qui forme 25% des apprentis, c'est pire.
avec une chute de 18 à 5 millions d'euros. Cette décision non concertée avec les régions est brutale et absurde. Elle fragilise tout l'écosystème de l'alternance. Derrière ces chiffres, ce sont des CFA qui fermeront, des jeunes sans qualification, des métiers en tension, sans réponse, des PME en faillite et dans nos outre-mer, nos quartiers et dans nos territoires ruraux plus vulnérables. L'apprentissage est l'une des rares politiques qui fonctionnent. Alors, Monsieur le ministre, quand le chômage des jeunes dépasse 21%, est-ce vraiment en cassant ce qui marche que vous pensez aider les jeunes? Merci. On vous répond, la parole est au ministre du Travail et des Solidarités. Monsieur Farandou. Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Aeschlimann, effectivement, depuis 2018, l'apprentissage a connu un essor sans précédent. C'est une réussite collective, il faut la partager dans tous ceux qui ont participé. Ce sont des millions de jeunes, effectivement, qui ont pu accéder à une qualification et un emploi, du CAP au Bac+5. Bon, le contexte est marqué quand même par la nécessité de maîtriser les finances publiques, vous le savez bien, et vous savez que le gouvernement a souhaité respecter un objectif de maîtrise de la trajectoire de nos finances publiques avec un objectif de déficit à 5% du PIB en 2026. C'est déjà des efforts qu'il a fallu consentir. La guerre au Moyen-Orient a des conséquences économiques qui coûtent cher au budget de l'État et le Premier ministre a décidé de 4 milliards d'euros d'efforts supplémentaires pour tenir cet objectif jusqu'à la fin de l'année. Dans ce cas-là, mon ministère, bien sûr, a dû prendre part aux efforts collectifs. Pour autant, dans ce contexte, et je reviendrai sur les régions, nous avons réussi quand même à actualiser, ça veut dire améliorer de 1,85% les niveaux de prise en charge applicables à l'apprentissage. 7 milliards d'euros pour la formation de nos jeunes. Nous avons réussi à maintenir l'aide à tous les employeurs. Là aussi, 2 milliards d'euros supplémentaires. Alors c'est vrai, les régions ont vu leur ajustement, leur support, leur budget réduit. Et c'est un budget important. On a réussi à le conserver à hauteur de 33 millions d'euros pour que les régions puissent soutenir les CFA en matière d'investissement en particulier. Nous continuerons bien sûr à discuter avec les régions pour voir les choses comment vont se passer. C'est encore un effort très important au total de 13 milliards d'euros pour l'apprentissage. Et à la rentrée prochaine, ce seront encore 800 000 jeunes qui vont rentrer dans ces dispositifs. Vous le voyez, l'apprentissage fait partie des priorités de ce gouvernement qui, quelque part, l'a quand même créé. En tout cas, nos prédécesseurs dans le cadre de l'action conduite et l'impulsion donnée par le Président de la République. Et les jeunes comme l'apprentissage resteront au cœur des enjeux du prochain budget. Je sais pouvoir compter sur votre aide pour arriver à conserver les moyens nécessaires pour développer l'apprentissage et l'insertion professionnelle des jeunes. Madame Aeschlimann. Merci, Monsieur le Ministre. Vous connaissez mon engagement pour l'apprentissage et notre attachement à tous pour cette voie de formation. Alors, vous citez effectivement le succès de l'apprentissage et nous le connaissons tous, nous connaissons ce bilan. Vous citez beaucoup de chiffres. Moi, je voudrais vous citer des cas très concrets concernant ces CFA qui vont être en difficulté parce qu'ils ne vont pas pouvoir mettre aux normes, faire les investissements de sécurité nécessaires pour accueillir les jeunes dans les bonnes conditions, pour moderniser leur plateau technique et puis aussi pour moderniser leur pédagogie. Ces investissements, ces financements que vous retirez au CFA vont être très pénalisants. Par ailleurs, vous citez les régions. Cette décision va contribuer à transformer les régions en simples instructeurs des demandes des CFA. Et puis enfin, vous retirez énormément de crédits à cette politique d'apprentissage alors que la collecte de la taxe d'apprentissage appartient aux entreprises. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Évelyne Perrot pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre du Travail et des Solidarités. À l'approche de l'été, de nombreux étudiants et jeunes, pas forcément diplômés, cherchent un emploi saisonnier pour financer leurs études et faire face à l'augmentation du coût de la vie. Certains secteurs, tels que ceux de l'animation, de l'événementiel, de la restauration et de l'hôtellerie, sont plus propices. Malheureusement, les jeunes ne peuvent pas tous postuler pour le Festival d'Avignon, le Tour de France, les stations balnéaires où fleurissent les restaurants et les hôtels bondés de touristes. Les centres de loisirs et autres colonies de vacances sont souvent saturés.
La situation géographique des demandeurs dans des lieux plus ou moins touristiques, le réseau des parents et des connaissances, c'est ce qui constitue souvent le seul critère de réussite pour l'obtention d'un petit travail. Dans ma région, et plus particulièrement dans mon département de l'Aube, il était de tradition de participer aux vendanges. Aujourd'hui, ce job difficile et exigeant n'attire plus les jeunes générations qui préfèrent travailler dans des domaines qui correspondent davantage à leurs études, leur centre d'intérêt, ou bien cherchent des emplois gratifiants pour leur CV. L'État a mis en place certains dispositifs qui permettent aux jeunes d'accéder à des jobs dans un encadrement strict et efficace. Néanmoins, force est de constater que les demandes affluent et que beaucoup ne trouvent pas d'emploi estival, ce qui a un impact considérable sur leur pouvoir d'achat, voire leur cursus universitaire. Deux questions s'imposent. Comment attirer les jeunes dans les secteurs d'activité qui ne correspondent pas forcément à leur profil et comment aider les employeurs à faire face à la demande de plus en plus forte de ces derniers? Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre du Travail, M. Farandou. Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, effectivement, vous avez raison, il faut encourager les jeunes qui le souhaitent à faire des jobs étudiants, que ce soit l'été d'ailleurs ou tout au long de l'année. Et au fond, derrière ces stages ou ces petits jobs, c'est le lien entre les jeunes et l'entreprise, et j'y tiens beaucoup. Et c'est un sujet d'ailleurs qui est relatif au taux d'emploi des jeunes, vous l'avez évoqué, il progresse, il a atteint un niveau historique jamais atteint depuis 35 ans, mais nous sommes encore en deçà quand on se compare aux meilleurs élèves européens. C'est la raison pour laquelle, avec mes collègues de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse, nous avons lancé un grand plan qu'on appelle Emploi Futur pour améliorer l'insertion des jeunes dans le travail. Dans ce plan, il y a le sujet que vous évoquez, c'est comment on peut aider les jeunes à trouver, alors j'allais dire, un job d'étudiant de qualité, qui ne menace pas la conduite de ces études, c'est très important. Nous travaillons d'ailleurs sur une charte qualité avec des entreprises pour vérifier effectivement que les études, qui sont l'essentiel, restent compatibles avec la tenue d'un emploi. L'été, ça pose un peu moins de problèmes, mais nous souhaitons effectivement étendre ce sujet de job étudiant à ce qui se fait toute l'année. C'est le moment, bien sûr, d'avoir un petit gain financier pour les étudiants, et ce n'est pas négligeable. C'est aussi le moyen de rentrer dans le monde de l'entreprise, d'être confronté aux exigences de production, de travailler en équipe, d'avoir des clients, bref, d'avoir une première expérience du monde professionnel. Ce plan, au-delà, est important en matière d'orientation. Je voulais vous le dire aussi. D'ailleurs, ces stages sont une manière aussi de connaître les entreprises et de voir si on est attiré ou pas par les métiers qu'on va exercer pendant les stages. C'est parfois une bonne motivation aussi pour être plutôt cadre que de rester à des niveaux de qualification inférieurs, et donc une très bonne motivation pour poursuivre et réussir ses études. Et nous allons travailler là-dessus, donc une charte qualité pour la rentrée, premièrement. Deuxièmement, une extension des entreprises, et c'est au fond la réponse à votre question, pour que davantage d'entreprises accueillent des jobs étudiants. Et nous allons en particulier travailler avec les GIE des entreprises s'engagent. Ce sont 200 000 entreprises en France avec qui nous allons travailler pour permettre à davantage d'étudiants de trouver des jobs étudiants de qualité, que ce soit l'été ou pour tout le reste de l'année. La jeunesse, comme je l'ai dit, reste une priorité pour le gouvernement et en particulier pour le ministre du Travail et des Solidarités. Merci beaucoup. Madame Perrault. Merci, Mesdames et Messieurs les ministres. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h40 pour les explications de vote, puis le vote sur la proposition de loi visant à ouvrir le dispositif de réduction d'activité aux moniteurs de ski stagiaires.